suscité parfois des émois dans les entreprises parce que les uns ou les autres ne souhaitaient pas accueillir à nouveau un salarié dont on n'était pas certain qu'il n'était pas contaminé. Alors, comprendre les aménagements des délais de tenue des visites médicales en fonction de leur nature. Les visites médicales qui doivent être réalisées à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 août 2020 dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du salarié peuvent faire l'objet d'un report pour se tenir au plus tard le 31 décembre 2020. On va voir comment. Mais effectivement, soyez conscients que pendant toute cette année 2020, les choses vont être modifiées, bouleversées, et que vous ne pourrez pas tenir vos tableaux habituels de délais de visite médicale comme vous aviez l'habitude de faire, avec les délais dont vous aviez l'habitude, c'est-à-dire les délais de 5 ans, etc., en fonction du profil du poste occupé et du profil du salarié concerné. Les reports sont envisageables selon le décret du 8 avril 2020 pour, tout d'abord, les visites d'information et de prévention, les VIP, c'est-à-dire celles pour lesquelles les salariés ne sont pas considérés comme affectés à un poste à risque ou eux-mêmes dont le profil n'est pas particulier, nécessitant un aménagement, une adaptation de la visite en question. Donc ces VIP initiales vont pouvoir être reportées, mais vous savez qu'en droit, il y a toujours des exceptions. Ça, c'est le principe. Et l'exception, eh bien, ces exceptions vont être plutôt nombreuses puisqu'elles vont concerner les travailleurs qui bénéficient d'un suivi médical adapté, c'est-à-dire les travailleurs handicapés, les travailleurs âgés de moins de 18 ans, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité, les femmes enceintes ou venant d'accoucher ou allaitantes, ce qui est toujours évidemment problématique pour déterminer si une femme est allaitante ou pas. C'est aussi quelque chose qui fait partie de sa vie personnelle et vous aurez toujours des difficultés pour le savoir. Les travailleurs de nuit, les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition sont fixées par voie réglementaire. Voilà ces exceptions qui sont quand même assez nombreuses au principe du report de la VIP. Les reports sont envisageables selon le décret du 8 avril 2020, notamment pour le renouvellement de ces VIP. Donc, la visite VIP initiale lorsque vous embauchez, report possible, mais également le renouvellement de cette VIP dans le cours de l'exécution du contrat de travail, renouvellement également possible. On va avoir également la possibilité de reporter le renouvellement, et non pas la tenue initiale, des examens d'aptitude, c'est-à-dire ceux pour lesquels nous faisons encore une visite, une auscultation complète, un diagnostic, si je puis dire, par le médecin du travail, non pas par l'un de ses préposés. Pour ces visites-là, et uniquement pour leur renouvellement, eh bien, les examens d'aptitude pourront être reportés. La visite intermédiaire également. On ne va pas reporter en tout état de cause, vous l'avez compris, les visites d'aptitude initiale. Et ça, c'est important de le savoir, elles devront toujours se tenir comme auparavant, c'est-à-dire avant le début du contrat de travail. L'examen médical de reprise, donc après un arrêt d'une période d'au moins 1 mois en cas de maladie, oui, non professionnelle, d'accident du travail ou d'accident de la vie courante, va pouvoir être également reporté, sauf si le médecin va estimer indispensable de respecter l'échéance qui résulte des textes réglementaires en vigueur. Il va apprécier les conditions de reprise, l'état de santé du salarié, les risques liés au travail ou aux conditions de travail, et il va décider ou non de reporter. Le report ne va par ailleurs pas pouvoir concerner les travailleurs handicapés, les travailleurs âgés de moins de 18 ans, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension invalidité, les femmes enceintes venant d'accoucher ou allaitantes et les travailleurs de nuit. Donc les mêmes exceptions que celles qu'on a vues auparavant. Le report de ces examens médicaux va pouvoir s'effectuer dans la limite d'1 mois pour les salariés faisant l'objet d'un suivi médical renforcé et de 3 mois pour les autres salariés, ce qui est quand même assez important en termes de délai.
Et cela va pouvoir, le cas échéant, donner d'autres questions, d'autres problématiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous faites tenir en concertation avec le médecin du travail une visite plus tard que celle qui devait être initialement prévue, quid de l'hypothèse où le salarié va finalement, subséquemment à cette visite qui aura été décalée, être dans un état de santé qui ne lui permettra pas cette reprise de son poste de travail et, in fine, être déclaré inapte. Quelle va être la responsabilité de l'employeur dans ces conditions? La question peut très légitimement se poser. Le report va s'effectuer par ailleurs sous l'appréciation du médecin du travail qui peut décider qu'il est indispensable de maintenir l'échéance initiale. Alors, en tout état de cause et dans certains secteurs d'activité qui sont nécessaires à la continuité de la vie économique de la nation, les visites médicales ne pourront être reportées. On pense notamment au transport énergie, distribution alimentaire, logistique, production agricole, coopération agricole, profession de la santé, qui ont fait l'objet de mesures un petit peu plus particulières pour lesquelles il n'y a pas de report possible. Dans cette hypothèse, les délais sont donc conservés. Lorsque la visite médicale est reportée, le médecin du travail va devoir en informer le salarié et l'employeur en communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Le report de la visite médicale ne va pas faire obstacle, selon l'ordonnance, à l'embauche ou à la visite de reprise, ou à la reprise du travail, sous réserve des précisions que nous venons de voir. On rappellera néanmoins que la jurisprudence de la Cour de cassation que vous devez évidemment connaître sur ce sujet nous rappelle que la position est très ferme vis-à-vis des employeurs et des entreprises qui n'atteignent pas l'objectif d'obligation de sécurité, dès lors qu'elle considère que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et qu'il est tenu d'en assurer son effectivité. Et ça, c'est une jurisprudence qui est constante depuis 2006 et qui nous interroge dans le cadre de ces aménagements des délais de visite médicale sur la question de savoir s'il est réellement pertinent de procéder systématiquement à des reports ou de laisser faire effectivement un report qui aurait été décidé par le médecin du travail, ou ne serait-il pas opportun de relancer peut-être le médecin du travail, de l'interroger plus ouvertement en lui demandant s'il confirme sa décision de report compte tenu de tel ou tel élément dont vous avez, vous, connaissance et qui vous permettrait peut-être d'influer dans l'hypothèse d'un maintien de la visite initialement prévue, dans les délais initialement prévus. Effectivement, vous, entreprise, vous allez avoir à cœur de défendre l'obligation de sécurité dont vous avez la charge, que vous aurez menée à bien. Peut-être sera-t-il nécessaire et utile de renvoyer un petit mail au médecin du travail en lui demandant la confirmation compte tenu de l'état de santé du salarié que vous saviez obéré en raison d'antécédents cardiaques, etc., compte tenu du fait qu'il vous a indiqué ne pas être en forme, etc. Et si le médecin du travail vous confirme que selon lui, il n'y a pas de difficulté pour reporter, alors cela vous permettra de protéger d'autant plus votre responsabilité dans l'hypothèse où le salarié serait déclaré inapte in fine et que vous avez été contraint de décaler cette visite initialement prévue. Alors, voyons maintenant comment appréhender les modalités de la téléconsultation, puisque cette période sanitaire nous aura été peut-être novatrice en termes de webinaires et d'outils technologiques, mais également pour le secteur de la santé au travail, cela aura ouvert véritablement les vannes aux possibilités d'effectuer des téléconsultations. Vous avez sur le site du ministère du Travail, que vous avez probablement déjà parcouru, une kyrielle de questions-réponses et de thématiques qui sont traitées. Parfois avec un vif succès, parfois avec quelques sujets qui sont controversés et qui donnent lieu à débat. En tous les cas, en ce qui concerne la thématique des services de santé au travail,
Je considère que ce qui est mentionné à ce jour sur le site du ministère du Travail est valable et je vous invite éventuellement, si vous souhaitez avoir d'autres renseignements, à aller consulter le lien que l'on vous a inscrit et que vous avez à l'écran. Dans le son, je vais essayer de partager l'écran. Maintenant, je dois pouvoir partager. Alors, ça devrait être une question de secondes pour que vous voyez maintenant apparaître le document. Voilà, on y revient. Voilà, alors, cette téléconsultation, comme vous disiez, effectivement, ça va être compliqué si on a des coupures Internet. Je me joins à vous pour cette remarque. Le ministère du Travail nous donne quelques préconisations en reprenant celles finalement de la Haute Autorité de Santé pour mener ces téléconsultations à bien. Et avant toute chose, eh bien, il nous indique que pour mener ces téléconsultations, le salarié doit être
doit en avoir accepté le principe, c'est-à-dire doit avoir consenti à la téléconsultation. À défaut, on devra revenir au mode consultation physique habituel. Il faut également que le système de communication permette une communication en temps réel par vidéotransmission, donc disposer d'une webcam, une communication par tablette ou par téléphone portable étant autorisée. L'organisation et les moyens pour la téléconsultation doivent garantir la confidentialité des échanges. Professionnels de santé et salariés peuvent dialoguer sans interférence extérieure. Et c'est aussi, d'ailleurs, ça trouve un écho à toutes ces organisations des élections de représentants du personnel qui doivent garantir des échanges qui soient infalsifiables, etc., etc. On retrouve un petit peu ce souci comment dirais-je, de professionnalisme vis-à-vis des outils qui sont mis à disposition. La téléconsultation doit permettre une traçabilité des échanges. Pourquoi ? Simplement pour servir d'élément probant dans le cas où il y ait une contestation du fait que le médecin du travail aura bien eu un échange avec le salarié. Il faut bien que l'on puisse exhumer de l'antériorité des faits les éléments qui auront permis d'avoir un échange avec le salarié, d'interroger l'entreprise, etc., etc. Donc, ce type de téléconsultation devra pouvoir être conservé. Alors, les modalités de téléconsultation. Les services de santé au travail peuvent également avoir recours aux solutions en télésanté répertoriées sur le site du ministère de la Santé, avec pour chaque fournisseur les fonctionnalités proposées et le niveau de sécurité garanti. Vous avez le lien qui est sur le document qui vous sera transmis. Et à titre exceptionnel, pendant la période d'urgence sanitaire, le ministère de la Santé encourage l'utilisation d'outils grand public comme Skype ou FaceTime, sous réserve qu'ils respectent les conditions énumérées ci-dessus. Donc ça veut dire que votre téléconsultation, elle va pouvoir être menée si le salarié l'accepte, mais dans la plupart des cas, ce sera tout de même le cas pour éviter les contacts et parce qu'il y aura évidemment un gain de temps, pas de déplacement. Elle va pouvoir être menée, cette téléconsultation, même sur le téléphone portable de l'intéressé et par des outils très classiques qui sont déjà largement utilisés par le grand public, c'est-à-dire des outils comme FaceTime ou Skype. Voyons maintenant les missions du médecin du travail et de l'équipe pluridisciplinaire. Alors, évidemment, concernant cette téléconsultation, vous aurez ensuite toute la possibilité de poser vos questions au Dr Millet-Barbet qui y répondra pour voir dans quelle mesure est-ce que l'association a aujourd'hui mis en place cette téléconsultation. L'ordonnance précitée prévoit que par dérogation, le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection au Covid-19 ou au titre des mesures de prévention prises en application de l'article L. 1610-1 du Code de la sécurité sociale. C'est-à-dire, cette disposition vise la protection de la santé publique en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel. Vous avez donc là un rôle, une mission qui est particulièrement novateur, affectée au médecin du travail, qui prend toute sa dimension dans le cadre de cette crise sanitaire. Ainsi, le médecin du travail va pouvoir délivrer un arrêt de travail classique, tel que le médecin de ville, pour les salariés de droit privé, on ne parle pas des agents de la fonction publique, dans les entreprises dont il a la charge. Évidemment, on ne va pas demander à un médecin de s'occuper du portefeuille des entreprises d'un autre, atteint ou suspecté d'infection au Covid-19 ou faisant l'objet de mesures d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, à l'exclusion du salarié qui est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap. Dans cette hypothèse, le salarié, comme vous le savez, est placé en activité partielle et on reviendra sur cette question. Cela signifie que le médecin du travail va établir pour chaque salarié atteint ou suspecté d'une infection au Covid-19 une lettre d'avis d'interruption de travail sur le même modèle
que le modèle CERFA habituel du médecin de ville. Le médecin du travail va pouvoir transmettre cette lettre d'avis d'interruption sans délai aux salariés et à l'employeur concerné. Et en tout état de cause, cet avis devra être parvenu à l'employeur dans les 2 jours classiques que vous connaissez pour justifier d'une absence de façon légitime. Le médecin du travail va établir pour notamment le salarié vulnérable qui va présenter un risque de développer une forme grave d'infection au coronavirus, ainsi que pour le salarié qui partage son domicile avec un salarié vulnérable, une déclaration d'interruption de travail sur papier libre. Ce critère de la vulnérabilité a vu le jour avec un décret du 5 mai 2020, un décret numéro 2020-521 du 5 mai 2020 que je n'ai pas repris au support, mais que je vous dis là à l'oral, décret numéro 2020-521 du 5 mai 2020, qui va définir ce qu'est la vulnérabilité d'un salarié et qui va donner les critères pour considérer de façon très objective si un salarié doit être considéré comme vulnérable ou pas. Le premier de ces critères, c'est d'être âgé de 65 ans ou plus. Donc ça limite déjà considérablement les critères de vulnérabilité. On se souvient que le médecin du travail va pouvoir également délivrer un avis de ce type pour les salariés qui vont partager leur domicile avec un salarié vulnérable. Donc, pas nécessairement un salarié qui aura plus de 65 ans. Vous avez ensuite une kyrielle de critères qui est évoquée à ce décret et qui vous dit en substance qu'il faut avoir des antécédents cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle compliquée, définie médicalement, des accidents vasculaires cérébrales ou de coronapathie, etc., etc., le diabète, la pathologie chronique respiratoire, l'insuffisance rénale, être atteint d'un cancer évolutif sous traitement, présenter une obésité, être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise de différents types qui sont énumérés. Donc vous le voyez, la vulnérabilité repose sur des critères extrêmement objectifs et ne sera pas sujette à interprétation ou à subjectivité, ce qui, très logiquement, va conduire le médecin du travail à appliquer le texte à la lettre. Et ce médecin du travail qui va vous transmettre un certificat d'interruption de travail à raison de la vulnérabilité d'un salarié ou d'une personne partageant son domicile, va devoir indiquer les informations suivantes, c'est-à-dire s'identifier, identifier le salarié, identifier l'employeur, et vous donner l'information selon laquelle le salarié remplit les conditions, sans en dire évidemment pour quel motif, puisque cela ressort et relève du secret médical, disant qu'il est considéré comme vulnérable ou qu'il partage son domicile avec une personne vulnérable. C'est vous dire, à un moment donné, à quel point on va aussi aller sur le terrain de la vie privée des salariés, à un moment donné, quelles vont être les actions que devront mener les services de santé au travail pour s'assurer si oui ou non il y a des personnes considérées comme vulnérables au domicile. Et c'est vous dire également les difficultés que l'on va pouvoir avoir pour déterminer à coup sûr la vulnérabilité d'un salarié qui va partager le domicile du salarié, vulnérabilité d'une personne qui va partager le domicile du salarié concerné. Sauf à disposer d'une attestation de vulnérabilité du médecin de ville pour la personne qui partage le domicile du salarié concerné, il sera, à mon sens, extrêmement délicat pour le médecin du travail de pouvoir dire que le salarié qui est actuellement consulté, on fait l'objet d'une consultation, eh bien, doit être considéré comme partageant son domicile avec une personne vulnérable. Parce que le médecin du travail, évidemment, ne pourra pas reposer son choix d'arrêter le salarié sur les seuls dires du salarié en question. Parce que là, ce sera une porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc, le médecin du travail va devoir transmettre la déclaration d'interruption de travail sans délai au salarié. Le salarié, de son côté, va devoir l'adresser sans délai, évidemment, à l'employeur, aux fins de placement en activité partielle, puisque ces personnes vulnérables vont pouvoir bénéficier d'un placement en activité partielle. Le médecin du travail va procéder à des tests de dépistage du Covid-19 selon un protocole qu'il va avoir défini et qui sera conforme à un arrêté des ministres chargés de la santé au travail.
Voyons maintenant le prolongement des mesures relatives aux arrêts de travail dérogatoires qui ont été un petit peu revus, notamment avec un décret du 27 mai 2020 qui modifie le précédent décret sur cette question, c'est-à-dire celui du 31 janvier 2020, afin notamment de prolonger la durée d'application des mesures dérogatoires relatives aux arrêts de travail liés au coronavirus. Depuis le 1er mai, les salariés qui bénéficiaient d'arrêts de travail dérogatoires en raison du coronavirus sont désormais placés, comme vous le savez, en activité partielle. Les salariés qui sont concernés par ce changement sont et restent ceux qui doivent garder leurs enfants de moins de 16 ans dont l'établissement scolaire est fermé, et il y en a encore malheureusement un certain nombre, ceux qui doivent garder leurs enfants handicapés, mineurs ou majeurs, en raison de la fermeture de l'établissement d'accueil, et là aussi il y en a encore un certain nombre, les personnes considérées comme vulnérables, ce que l'on vient de voir, ou qui habitent avec une personne vulnérable. Cependant, certains salariés continuent à bénéficier des arrêts dérogatoires prévus par le décret du 31 janvier, et notamment ceux qui sont soumis à une mesure d'isolement après avoir été en contact avec une personne atteinte du Covid-19. Et cela n'est pas sans poser difficulté parce que, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais en tout cas, j'ai eu quelques sollicitations de mes clients sur ce sujet qui ne parvenaient pas à faire arrêter certains de leurs salariés qui avaient été en contact avec des personnes contaminées par le Covid-19 et dont les médecins refusaient effectivement de les arrêter pour les mettre en quarantaine, au moins pour la durée de 14 jours. Donc cela pose encore difficulté et on imagine effectivement les réactions des salariés qui savent, sans trop le savoir, mais par les bruits de couloir, qu'un tel a eu un membre de sa famille contaminé. Vous imaginez effectivement les questions que cela peut poser en termes d'abord d'obligations de sécurité dans l'entreprise, en termes évidemment aussi de droit d'alerte, voire de droit de retrait, et puis surtout à un moment donné pour pouvoir tout simplement continuer l'activité habituelle de l'entreprise. Donc le décret du 27 mai modifie le décret précité et prolonge la durée d'application de ces mesures dérogatoires. Il est désormais prévu que ces salariés pourront bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale jusqu'à 3 mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit jusqu'au 10 octobre. Voyons maintenant la prise en charge d'une personne symptomatique et les procédures que vous aurez peut-être d'ores et déjà mises en place dans vos entreprises. Il est bien évidemment vivement recommandé aux entreprises, avec le concours, le cas échéant, des services de santé au travail, de rédiger de façon préventive une procédure ad hoc de prise en charge sans délai des personnes symptomatiques pour que vous puissiez savoir réagir efficacement, pour les isoler évidemment rapidement dans une pièce dédiée. Et oui, parce qu'il va falloir là aussi avoir toutes les mesures de précaution de désinfection de cette pièce et de les inviter à rentrer chez elles et de contacter leur médecin traitant. Ça, c'est un protocole que vous devriez normalement déjà avoir mis en place. Si tel n'est pas le cas, eh bien faites-le rapidement. Faites-le également en concert avec les représentants du personnel que vous pourrez infoconsulter sur ce sujet. Faites-le et communiquez sur ce sujet, de sorte évidemment de limiter la responsabilité de l'entreprise en cas de difficulté. Et nous verrons la semaine prochaine, si vous souhaitez être parmi nous, eh bien, dans quelle mesure il va falloir adapter les questions à mener autour de l'obligation de sécurité de l'employeur à la période du Covid-19, dans quelle mesure on va devoir réaménager les postes de travail, mais aussi se réapproprier les outils classiques comme le document unique, comme le règlement intérieur, comme les infoconsultations au CSE, pour permettre de verrouiller toutes les difficultés qui pourraient ressortir de cette période de pandémie, à commencer d'ailleurs par la requalification évidemment d'une maladie comme le Covid-19 en maladie professionnelle et également au regard de cette requalification, eh bien, la question de la faute inexcusable. Tout cela, nous le verrons jeudi prochain, si vous souhaitez être des nôtres, mais on commence déjà à ouvrir ce sujet sur cette question particulière du protocole sanitaire. Le protocole indique que l'entreprise et les services de santé au travail doivent élaborer des matrices de contact et leur qualification à risque ou à risque négligeable pour faciliter
l'identification des personnes contacts en cas de survenue d'un cas avéré. En présence d'une personne symptomatique, notamment de fièvre, de toux, tout ce que vous connaissez parfaitement aujourd'hui, de difficultés respiratoires à parler, à avaler, perte de goût, d'odorat, etc., la prise en charge doit reposer sur l'isolement, avec application des gestes barrières, distanciation d'1 mètre et port du masque. Également, votre protocole devra prévoir la protection avec la mobilisation du professionnel de santé dédié de l'établissement, sauveteur ou secouriste du travail, formé spécifiquement au risque Covid ou référent Covid. Et là, il va vous falloir effectivement, si vous ne l'avez déjà fait, désigner de façon urgente un référent Covid. D'ailleurs, même pour les entreprises de type TPE qui auront un faible effectif, et fournir un masque avant son intervention. Il va falloir également préciser de quelle façon vous allez rechercher les signes de gravité. En l'absence de signes de gravité, contactez le médecin du travail, c'est ce que devra préciser votre protocole, ou faire contacter le médecin traitant par le salarié pour avis médical. Si confirmation d'absence de signes de gravité, organisez le retour à domicile en évitant les transports en commun, bien évidemment. En présence de signes de gravité, comme la détresse respiratoire, il vous faudra contacter le SAMU, organiser l'arrivée des secours, le cas échéant en restant à proximité et en respectant la distance de 1 mètre de la personne pour le surveiller le temps que les secours arrivent. En cas d'éléments nouveaux importants, appelez le 15. Cela peut paraître superfétatoire ou incongru à l'heure où l'on évoque une diminution considérable des cas de Covid, et je crois que Le Monde titrait hier que seuls 24 décès avaient eu lieu sur les dernières 48 heures. C'est réjouissant et on ne peut évidemment que s'en réjouir, mais nous avons au-delà de cette question sanitaire, nous, entreprises et responsables des ressources humaines, une question à nous poser en termes de responsabilité et de recours éventuel, effectivement, aux juridictions de la sécurité sociale et aux juridictions prud'homales. Parce que l'on sait aujourd'hui que tous ces effets du Covid vont être multipliés dans les mois qui viendront, parce qu'on a des pertes significatives d'emplois. Le Pôle emploi communiquait le mois dernier pour nous indiquer que 800 000 emplois avaient été, 800 000 personnes supplémentaires s'étaient inscrites auprès de leurs services. Sur le nombre de chômeurs habituels que vous connaissez, de 3,5 millions de chômeurs, c'est un chiffre sans précédent. On commence là, au cabinet et ailleurs d'ailleurs, à voir arriver quelques revendications sur la question des requalifications de ce Covid-19 en maladie professionnelle et également de mise en cause des entreprises en raison de leur obligation de sécurité de résultat. Donc, même si ça ne devait pas vous servir, eh bien, ces éléments sont extrêmement utiles pour vous permettre de préserver la responsabilité de l'entreprise. Donc, lorsque le salarié a été pris en charge, l'employeur doit prendre contact avec le service de santé au travail, suivre ses consignes, y compris pour le nettoyage du poste de travail et pour le suivi des salariés. Et comme toujours, on ne peut que recommander de formuler par écrit à minima un certain nombre de choses, quitte à refaire le déroulement de l'histoire et des échanges oraux que vous aurez eus avec le médecin du travail par téléphone, mais de façon à bien pouvoir vous prémunir de toute difficulté par la suite. Si le cas Covid est confirmé, l'identification et la prise en charge des contacts seront organisées par les acteurs du contact tracing, qui pourront s'appuyer sur les matrices des contacts en entreprise réalisées en amont, ainsi que le cas échéant sur la médecine du travail pour faciliter l'identification des contacts et leur qualification à risque ou à risque négligeable. Voilà ce que l'on pouvait dire de cet état de suivi de l'état de santé des salariés en temps de Covid-19 et je vous remercie d'avoir été particulièrement patient et compréhensif malgré la coupure que nous avons eue. Je vous laisse peut-être continuer à poser quelques questions par l'intermédiaire de la plateforme et je remercie le Dr Millet-Barbet d'ores et déjà de bien vouloir s'associer à moi pour y répondre. Alors,
Je pense que ce n'est qu'une question de secondes pour que le docteur Millet-Barbet ait le micro activé. La question qui est posée de savoir si on pourra avoir un exemple de matrice. Moi, je ne pourrais pas vous fournir un exemple de matrice dans le prolongement de cet échange. Vous pourrez le consulter sur le site du ministère du Travail et, le cas échéant, vous mettre en lien avec les personnes du contact précis. Est-ce que le docteur Millet-Barbet a le son? Oui, tout à fait, je pense. Alors, est-ce que je pourrais avoir la vision de toutes les questions? Je ne sais pas si le docteur Millet-Barbet les voit à l'écran. Je n'ai pas les questions de mon côté. Est-ce que vous les voyez, docteur? Non. Non, j'avais juste une remarque d'une personne, Madame Arnaud, là, sur le problème des outils de la téléconsultation. Il faut savoir que la téléconsultation a été organisée au départ sur le modèle qu'avait mis en place la sécurité sociale pour les médecins traitants. Et pour sécuriser cela, ils ont, avec la région Rhône-Alpes-Auvergne, utilisé un site qui s'appelle Mon Sisra, qui est un site très bien fait, très fonctionnel. Encore faut-il effectivement avoir un ordinateur, une caméra et un micro. Deuxième obstacle, c'est qu'en entreprise, souvent, les moyens de communication sont un peu déficitaires par l'isolement des bâtiments, etc., ce qu'on voit d'ailleurs peut-être un peu aujourd'hui. Et c'est vrai que ça limite un peu. Du coup, le téléphone reste un outil quand même intéressant qui permet 99 fois sur 100 d'avoir une très bonne opinion de l'état de santé du salarié. L'interrogatoire est souvent largement suffisant. L'examen clinique est un plus, incontestablement, mais nous, on n'est pas des médecins traitants, on est des médecins presque de dossier, où on va travailler beaucoup sur un dossier et des pièces médicales vont nous servir d'appui. Donc c'est vrai que logiquement, l'examen, même s'il est important, certains confrères y trouvent un rôle majeur, reste un petit peu plus facultatif en cette période. Voilà. Donc c'est vrai que le problème, on a des limites à la téléconsultation ou à la visioconsultation. C'est la difficulté qu'on a. Donc nous, au centre de Valence, là on a mis en place, là depuis à peu près, c'est un petit peu lent à mettre en place parce que la directe, entre autres, dont on dépend, a eu aussi beaucoup de mal à lire entre les lignes dans les lois, dans certains contresens, dans certaines injonctions qui n'étaient pas tout à fait compréhensibles. Mais je crois qu'aujourd'hui, depuis un mois, là, on est très opérationnel et ça se passe globalement très très bien. Certains médecins font du présentiel. Nous, à Valence, c'est vrai qu'on a choisi de rester dans l'optique médecine de prévention, puisque c'est notre rôle, hein, et entre autres de limiter la propagation virale par faire de la visioconsultation, ce qui a été fait dans beaucoup d'endroits, que ce soit... Pour la question qui vient d'être posée, là, pour une visite d'embauche, oui, tout le monde... la téléconsultation est valable pour tout. Elle est reconnue juridiquement, enfin, Maître Mérès est plus qualifié que moi, mais nous, les contacts qu'on a eus avec nos responsables valident la visioconsultation pour tout domaine, sauf celui où le médecin du travail estime que ce n'est pas suffisant. Si par exemple on a une inaptitude et qu'on a un petit doute sur le sérieux de l'inaptitude, il est évident que la présence du salarié va être fondamentale. Donc on peut faire du présentiel. Maintenant, effectivement, c'est lancé un peu dans la téléconsultation de façon un peu plus intensive que d'autres services de santé, ce qui nous a permis aussi beaucoup avancer techniquement sur des tas de problématiques. L'autre avantage de la téléconsultation, c'est qu'effectivement, c'est que le salarié n'a pas besoin de se déplacer, donc il peut faire de son entreprise, ce qui peut être un gain de temps ou de facilité dans les transports communs, etc. Beaucoup de salariés viennent en transport en commun, ils n'ont pas tous des autos. Donc je crois que Maître Mérès, vous aviez un petit mot là sur les femmes enceintes et allaitantes. Alors, oui, on a d'autres questions et je vous remercie de vos questions parce qu'elles permettent toujours de faire avancer la réflexion commune et de partager ce que les uns ont pu comprendre ou déceler aux autres. Alors, on a une dernière question là concernant une femme enceinte. Je lis la question. Veut confirmer
je pense qu'il doit manquer vous. Confirmez-vous que pour une femme enceinte non allaitante d'une entreprise de logistique qui doit reprendre d'ici la fin du mois de juin, elle ne bénéficie pas du report de sa visite de reprise au 31/12/2020. Alors, pour les femmes enceintes ou allaitantes, on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas de report possible. Ça fait partie des cas d'exception, qu'elle soit dans une entreprise de logistique ou dans une entreprise d'un autre secteur d'activité qui n'est pas intégré aux entreprises, selon le gouvernement, nécessaires à la continuité de la vie économique. Donc, qu'elle soit dans cette entreprise de logistique ou dans une autre entreprise, on ne doit pas avoir de report de sa visite médicale. On a une autre question. Salarié ayant un certificat d'isolement peut-il reprendre son activité? Eh bien là, c'est le docteur Millet-Barbet qui sera peut-être plus à même de vous répondre, mais en tout état de cause, de mon point de vue, s'il est en isolement, il faudra purger la période d'isolement pour s'assurer qu'il peut reprendre. Mais je laisse le médecin s'exprimer sur ce sujet. Voilà. Un petit mot sur la question précédente, à savoir femme enceinte, allaitante, etc. En fait, sur un plan, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur un plan médical, toute situation pouvant exposer à un risque majeur fait qu'on ne reporte pas la visite. Une femme enceinte, une femme allaitante, si elle travaille dans la chimie, c'est compliqué pour la faire travailler à partir du moment où on a un risque effectivement chimique majeur. Le travailleur de nuit, c'est pareil. Toutes les problématiques cardiaques, vasculaires, etc., sont des contre-indications au travail de nuit. Donc, toutes ces situations particulières où le risque est majeur font qu'on ne reporte pas les visites. Donc, quand vous avez un doute, le plus simple, c'est d'interroger le service et au moins, vous aurez une réponse juridiquement opposable. Sur le plan de la deuxième chose, à savoir les certificats d'isolement, il faut savoir que la législation du 1er mai nous a autorisé à prescrire des arrêts de travail jusqu'au 31 mai. Le journal officiel a été publié, son décret d'application, au 8 mai, ce qui nous a laissé 3 semaines de prescription. Donc on a eu un très grand flou jusqu'à ce que la Direct nous dise, mais non, finalement, on n'avait pas très bien compris les textes, et tout ça a été reporté jusqu'au 31 août. Le certificat d'isolement, comme tout certificat, est un certificat qui impose à l'employeur une certaine rigueur, je suppose, Maître Mérès. Sur un plan médical, on peut toujours revenir sur un certificat. C'est-à-dire qu'un certificat, même un arrêt maladie, si vous êtes en arrêt maladie, vous pouvez obtenir du médecin traitant un certificat disant que ben non, il revient sur l'arrêt maladie et qu'il autorise son salarié à reprendre précédemment, plutôt que prévu. Pour le certificat d'isolement, je pense que c'est la même chose, puisque ce certificat d'isolement n'a pas de durée de fin. Ça va être publié par la loi et si vous voulez, on attendra tous la loi. Donc logiquement, quand vous avez un certificat au 1er juin, il va courir jusqu'à ce que la loi dise que ça ne court plus. Donc je pense que c'est en fonction de l'état sanitaire, de l'évolution de l'infection Covid, que tout cela sera assez décidé. Comme vous l'avez constaté, les médecins sont un petit peu à la rue sur le plan scientifique. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc pour les femmes enceintes, il faut être prudentes, femmes allaitantes, être prudentes, travailleurs de nuit, être très prudents. Travailler en rayonnement électromagnétique, ça cause des problèmes cardiaques, des troubles du rythme des salariés, où on ne peut pas les exposer à des... Mais ça, c'est déjà beaucoup plus exceptionnel. Travailleurs handicapés ou invalidité, c'est parce qu'on ne sait pas en quoi consiste le handicap. Si la personne est handicapée parce qu'elle a mal au dos, c'est sûr que c'est un peu tiré par les cheveux de ne pas reporter la visite, parce que, bon, bref. Mais si effectivement le gars est en invalidité parce qu'il a un cancer et qu'il est en première catégorie, qu'il est sous chimio, qu'il a ci, qu'il a ça, c'est sûr que c'est justifié. Donc il y a quand même une logique médicale à tout ce qui a été décidé, même si ça complexifie énormément la tâche de compréhension. Donc, alors, si vous me permettez, sur la question du certificat d'isolement, pour revenir à ce que vous avez dit, et peut-être compléter, effectivement, vous avez raison de faire le parallèle avec l'arrêt de travail classique qui peut être arrêté à tout moment. Et l'enjeu pour l'employeur va être d'avoir le certificat médical qui ira bien, indiquant que la période d'isolement est terminée ou indiquant que le salarié, compte tenu de son état de santé, peut être considéré comme pouvant reprendre son poste de travail et compte tenu de son environnement également personnel et familial. Et c'est vrai qu'il sera opportun, voire nécessaire pour les entreprises, que de se faire communiquer ce type de certificat médical, parce qu'à défaut, eh bien, le risque sera toujours là.
bien sûr. Il est certain qu'il faut être prudent, quoi. Donc, un certificat d'isolement, oui. Certificat pour faire mettre fin au certificat d'isolement possible, bien sûr. Après, il faut que le médecin accepte de le faire, parce que ça veut dire que quelque part, il se dédie un petit peu. Mais bon, le médecin peut prendre la responsabilité, effectivement, de stopper un certificat d'isolement. Après, c'est entre lui et le salarié, lui ou le patient, etc. Donc, en fait, n'importe quel médecin peut prendre une décision pour dire que tout est arrêté. Enfin, je vois que la question, c'était, doit-il retourner chez son médecin traitant? Oui, il faut qu'il retourne chez son médecin traitant ou chez le médecin du travail, si c'est le médecin du travail qui a fait le certificat. Le certificat d'isolement est un certificat très particulier, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas relever je crois, de l'indemnisation au titre des indemnités journalières, mais au titre de Pôle emploi. On a eu un autre problème où certains patrons peuvent être embêtés par le fait qu'ils ont placé les gens en maladie au départ et non pas en chômage. Or, au chômage partiel, c'est 83% du salaire net et en maladie, c'est que 50% du salaire brut. Donc, il risque d'y avoir des salariés qui sont un petit peu remontés par cette différence de valorisation de leur feuille de paie. Alors, on a une autre question. On a une autre question que je vous lis. Nous avons embauché un CDD cariste en logistique le 8 juin 2020 qui avait eu sa visite médicale initiale d'embauche en tant qu'intérimaire le 28 juin 2018. Il est noté sur son avis d'aptitude du mois de juin 2018 à revoir au plus tard le 2 juillet 2020 pour convocation intermédiaire. Est-il concerné par le report? Voilà la question. Alors, je note qu'il s'agissait d'un avis d'aptitude et non pas d'une visite d'information et de prévention, sauf si on a fait un amalgame là-dessus. Donc, a priori, il devait déjà être concerné, cette personne devait déjà être concernée par Là, je pense qu'il faut un entendre le suivi texte. renforcé médical. Honnêtement. Donc là, effectivement, il faudra voir quel est le profil du salarié, quel est le poste, mais vraisemblablement, le médecin du travail pourra peut-être estimer qu'il n'est pas souhaitable que cette visite soit reportée et qu'il figure parmi les exceptions qui ne permettent pas. Et je laisse la parole au docteur Millet-Barbet. Oui, non, à partir du moment où il y a une date qui est fixée, je pense qu'il faut quand même essayer de faire respecter cette date. C'est un problème de bon sens. Après, ben, tout peut se... En fait, si vous voulez, la problématique, c'est qu'on a une charge de travail dans les services de santé qui est tellement importante qu'on ne va pas pouvoir bouger. Il y a des priorisations, et selon le médecin, bien sûr, les priorisations ne seront pas tout à fait les mêmes. On essaie d'harmoniser cela. Cet après-midi, on a une réunion pour ça. Mais il est certain que chaque sensibilité peut faire varier la durée, l'interprétation, ainsi de suite. On avait un autre problème qui était le fait que les gens étaient dits vulnérables, étaient en arrêt de travail de plus d'un mois. Certains collègues ont du mal à accepter que ce soit de la maladie. Et donc, ils se disent, ben, moi, je ne veux pas voir ces salariés. Ce qui, à mon sens, Oui. est un tort. Mais ça, vous risquez d'avoir cette problématique. Donc, il faut effectivement suivre le cadre de la loi. Et là, Maître Mérès est mieux placé que moi, mais tout arrêt maladie, on n'en connaît pas la cause, donc il est évident qu'à mon sens, il faut revoir les salariés. Quant au report, même si vous les demandez, c'est un peu compliqué pour nous de les organiser dans les délais impartis. De même qu'il est très difficile pour nous de programmer la visite dite de recontact avant le 31 décembre. Normalement, quand on fait notre visite actuellement, on doit redonner un rendez-vous avant la fin de l'année et le programmer, la date et tout. C'est très très compliqué pour nous à organiser ça. C'est pas pratique du tout sur le plan technique. Donc, pour en revenir au CACES, oui, il faut être prudent, bien sûr. Si le médecin avait mis que c'était au plus tard le 2 juillet, c'est qu'effectivement, il avait sûrement un petit doute sur l'état de santé du salarié. Parce que logiquement, il n'aurait pas dû le... À moins que ce soit une erreur, je ne sais pas. Parce que de 2018, oui. Ah oui, si, c'est ça, c'est 2 ans. Donc, Oui. compliqué, hein. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser. Pour le moment, on a fait le tour de toutes vos questions. Peut-être que le docteur Millet-Barbet a-t-il quelque chose à ajouter. Moi, de mon côté, j'ai terminé. Si vous le souhaitez, on peut encore rester
En tout cas, en ce qui me pense qu'il concerne, disponible un petit moment au cabinet pour répondre aux questions plus personnelles que vous nous auriez posées dans le cadre de cette plateforme. Ça fait partie des échanges qu'on a habituellement après une conférence ou une intervention, donc n'hésitez pas, puisque nous ne sommes pas physiquement dans le même endroit. Si vous souhaitez me poser une question complémentaire, à me contacter par téléphone, je me tiendrai à votre disposition bien volontiers. Je redonne la parole au docteur Millet-Barbet s'il a quelque chose à ajouter, oui, puis à Marion Fiette qui voilà. a brillamment suivi la, la communication et qui a permis effectivement de mettre en place ce webinaire. Sans elle, nous n'y serions pas parvenus. Donc, je repasse la parole et je vous remercie à toutes et à tous pour votre présence. Merci. Oui, vous avez compris que la situation étant exceptionnelle, nos pratiques sont un peu exceptionnelles et que nos réponses aussi. Je pense qu'il faut faire preuve de bon sens. Après, effectivement, la loi est là et la loi elle doit s'appliquer. Donc, on essaie de le faire. Vous risquez d'avoir un petit peu du mal à obtenir ce que vous souhaitez du fait de nos ressources. On essaie de faire au mieux et je crois que le plus simple, c'est avoir une communication directe avec le médecin du travail, soit par mail, ce qui vous permet d'avoir un engagement des médecins du travail et une réponse qui soit adaptée à chaque cas qui vous semble un peu. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de mal pour avoir des rendez-vous. Je sais que dans notre entreprise, nous avons aussi des patients, des médecins en arrêt maladie, donc ça complexifie aussi les choses, des secrétaires. C'est pour ça que la tolérance va rester une valeur importante. Voilà, après, on est disponible pour vous répondre de façon plus précise sur des dossiers précis, hein, s'il y a besoin, ou des conseils. Voilà. Marion, on vous la parole. Allez, je vais du coup conclure ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Encore désolé pour les problèmes techniques. On fait pour le mieux. En tout cas, merci de votre patience et d'avoir passé ce moment avec nous. N'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez passer par le site internet, le téléphone. Je vous envoie comme convenu le support, je pense, dans l'après-midi, avec le petit lien pour répondre à notre enquête. Et vous allez très vite recevoir aussi le programme des webinaires de la semaine prochaine. Voilà. Eh bien, merci à tous. Bonne journée et à bientôt. J'ai quitté la réunion. Non, pas.